Bonjour à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui, et j'en suis ravie, pour continuer d'explorer ensemble les relations entre nutrition et santé, et plus généralement le domaine de la nutrition de santé publique. Et donc le cours d'aujourd'hui a pour objectif de montrer comment recherche, surveillance, politique de santé publique, promotion de la santé interagissent, tout cela dans un continuum qui a pour finalité d'essayer de prévenir au mieux les maladies liées à la nutrition. Donc ces maladies, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle ou cancer, sont évidemment multiples, elles touchent toutes les catégories de la population, mais toutes ne sont pas impactées de la même manière, avec la même intensité, et comme souvent, les populations plus défavorisées sont impactées plus fortement. Et donc dans ce contexte, essayer de réduire finalement les inégalités sociales de santé reste plus que jamais, comme nous allons le voir, un enjeu majeur. Alors cet iceberg, je vous l'avais présenté lors du premier cours sur la manière dont on construit les preuves scientifiques en matière de relations entre nutrition et santé. Et je l'ai remis ici pour vous montrer, encore une fois, que la recherche est vraiment à la base de tout ce processus. C'est la recherche qui permet de construire, d'apporter des preuves scientifiques, des connaissances, recherche dans toute sa diversité, recherche expérimentale, toxicologique, épidémiologique ou dans différentes disciplines, qui va permettre ensuite, dans le cadre de revues systématiques, de méta-analyses prises en compte dans le cadre d'expertise collective, de pouvoir arriver à des niveaux de preuves qui, in fine, vont arriver à une recommandation et guider les politiques de santé publique. Cette recherche, vous connaissez maintenant par cœur, pour ceux qui suivent les cours depuis quelques semaines, c'est matrice, par exemple la matrice du World Cancer Research Fund, WCRF, qui, sur la base de ses connaissances scientifiques, permet aujourd'hui d'affirmer qu'on a un certain nombre de facteurs protecteurs vis-à-vis du risque de cancer, consommation donc de cancer dans toute leur diversité, là aussi, où, si vous vous souvenez, on a ici toutes les localisations de cancer et ici les groupes d'aliments ou les facteurs nutritionnels concernés. Et donc, on sait aujourd'hui que les fruits et légumes, par exemple, ou encore les aliments contenant des fibres vont être protecteurs vis-à-vis de cancer des voies érogénitatives supérieures, cancer colorectal, etc. Et à l'inverse, des facteurs délétères ont été identifiés, viande rouge, charcuterie, etc. Ces facteurs de risque-là, on les retrouve en grande partie, et heureusement, sinon on serait bien embêté s'il n'y avait pas une cohérence entre les différentes pathologies pour établir des recommandations. On a à peu près des facteurs communs entre les cancers et puis d'autres pathologies plus cardio-métaboliques ici, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire ou encore AVC. Et donc, on a des facteurs de risque comme fruits et légumes, viande rouge, charcuterie, etc. que l'on retrouve. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qui est produit par la recherche. Cette recherche, elle permet également de définir quels sont les optimums en termes d'apport en micronutriments, ici par exemple, en vitamines et minéraux, et de pouvoir publier, comme l'a fait l'ANSES ici au niveau français très récemment, donc en 2021, réactualiser finalement quels sont les apports de référence en vitamines et minéraux pour la population française. Apports de référence sont des apports qui vont couvrir à la fois les besoins et qui en même temps ne seront pas trop élevés, donc ils publient également les limites de sécurité à ne pas dépasser dans les apports en vitamines et minéraux. Donc tout cela, encore une fois, ça vient des connaissances de la recherche, expertise collective, et on peut établir ce genre de rapport. Alors, cette recherche, aujourd'hui, ne sera pas le centre de la présentation, mais elle fait l'objet de beaucoup d'autres des cours qu'on a pu voir, notamment le cours portant sur les grandes études françaises dans le domaine épidémiologique en matière de nutrition et santé, donc Suvimax, Nutrinet Santé, la cohorte EPIC qui a été présentée par Elio Riboli avec des résultats de recherche, tout ce qu'on a pu voir sur différents topics, avec ici aussi des résultats de recherche sur les régimes détox, les produits laitiers, etc., les ultra-transformés et le séminaire qui allait avec, tout ce qui est pesticides, consommation de bio sur la santé. Et on va voir aussi pas mal de résultats de recherche vraiment en cours et de perspectives de recherche la semaine prochaine dans le cours sur les perspectives à la fois politiques et recherche. Donc cette recherche-là, je dirais aujourd'hui, est moins le centre de la présentation, mais fait l'objet de la chaire de manière plus globale.
L'idée, c'est de s'intéresser là aujourd'hui aux autres parties de ce cycle, de ce continuum, qui sont donc, si on part des connaissances qui sont produites avec les différents acteurs, ici notés en italique, donc les acteurs producteurs de connaissances, notamment en France, dans la matière de nutrition et santé, on retrouve l'INSERM, l'INRAE, l'IRD, CNRS, les universités, on a le l'IARC également, qui est international mais qui est basé en France, à Lyon, où il y a également de la recherche, le CIRC en français. Donc cette recherche-là va permettre, dans le cadre d'expertise, d'établir les niveaux de preuve. Et donc les expertises, vous en avez eu aussi des exemples. Donc le CIRC, ou IARC en anglais, WCRF, l'INCa, l'Institut national du cancer en France, l'ANSES, le Haut Conseil de la santé publique, l'INSERM, l'INRAE, le réseau NACRE, qui conduisent également leurs propres expertises. Tout cela va permettre de définir les politiques nutritionnelles de santé publique. Et dans ces politiques de santé publique, un des éléments importants sont les recommandations pour la population. Ces politiques de santé publique sont définies, sont portées par les ministères, par les gestionnaires finalement, que sont notamment le ministère de la Santé, donc Direction générale de la Santé, mais d'autres ministères également, qui prennent appui pour élaborer ces politiques nutritionnelles de santé publique sur l'avis scientifique des agences sanitaires notamment, donc en particulier Santé publique France, abrégé SPF là, dans plusieurs diapositives, Santé publique France, l'ANSES, l'INCa, qui, là encore, nourrissent le débat et l'établissement de ces politiques au niveau ministériel. Une fois qu'on a établi les politiques, il faut que tout ça diffuse dans la population, il faut que ça atteigne sa cible, et donc du coup on a tout ce volet-là de promotion de la santé qui est extrêmement important et qui là aussi est porté alors, à la fois par Santé publique France, et donc je mettrai pas mal en avant Santé publique France aujourd'hui, c'est une chaire d'ailleurs en partenariat avec Santé publique France, donc ils font énormément dans ce domaine-là, mais il y a aussi de nombreux autres acteurs à tous les niveaux de la chaîne, nationale, locale, etc., qui vont s'impliquer dans cette diffusion des messages de multiples manières et donc cette promotion de la santé. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces dispositifs, ces politiques, ces outils, ces mesures, il est évidemment fondamental de surveiller tout cela au fil du temps et de voir où on en est, où en sont les consommations alimentaires, les niveaux d'activité physique, de sédentarité, etc., et de maladies, évidemment, dans la population. Et ce volet-là de surveillance est également porté par différents acteurs, donc aussi Santé publique France, l'ANSES, l'IARC au niveau plus global, mondial, l'INCa, les registres pour différentes pathologies, cancers ou autres. Donc là, vous voyez, on a essayé dans ce schéma de situer un petit peu tous les acteurs de ce continuum. Alors, un point important à signaler, c'est une organisation qui est vraie au niveau national, c'est vrai aussi au niveau européen. Il y a une séparation entre l'évaluation du risque et la gestion du risque. L'évaluation du risque va être faite par différents acteurs, comme par exemple les agences sanitaires, l'ANSES ou autres, en France, ou bien en matière de sécurité des aliments par l'EFSA au niveau européen. Qui vont donc prendre en compte l'ensemble des connaissances, évaluer les risques et informer les gestionnaires de risque, qui, eux, là, vont être ceux en charge d'élaborer les recommandations, d'élaborer la réglementation, d'interdire éventuellement certaines substances, de fixer d'un point de vue réglementaire des doses autorisées de pesticides, d'additifs ou ce genre de choses. La décision sur la gestion du risque se prend au niveau des gestionnaires qui sont, au niveau français, les différents ministères, donc le ministère de l'Agriculture, la DGCCRF, le ministère de la Santé, ou au niveau européen, par exemple, la DG Sanco, donc Santé Consommation. Alors, ces politiques de santé publique, maintenant, là aussi, vous connaissez par cœur, donc c'est pour ça que je passe plus rapidement sur ce début de présentation, mais on ne peut pas faire ce cours-là sans parler du PNNS, donc le Programme National Nutrition Santé, qui est le chapeau finalement qui régit l'ensemble de la politique nutritionnelle de santé publique en France. Il a été, dans sa première édition, lancé en 2001 sous la présidence du professeur Serge Herzberg, que vous avez pu voir pour ceux qui étaient là la semaine dernière intervenir sur la saga du Nutri-Score. Et il est placé sous la coordination donc différents ministères, mais sous la tutelle notamment du ministère de la Santé.
ce PNNS-là, évidemment, il évolue au gré des nouvelles connaissances scientifiques. Et donc, régulièrement, on a une réévaluation du PNNS, une republication avec de nouveaux objectifs, de nouvelles recommandations qui peuvent avoir évolué. Et donc, on en est aujourd'hui à la 4e édition du PNNS qui a démarré en 2019. Et on commence à réfléchir à la suite pour le PNNS 5 en ce moment. Donc, il est actuellement présidé par le professeur Nizri. Et donc, son objectif général, c'est vraiment d'améliorer l'état de santé de la population en jouant sur la nutrition comme déterminant majeur. L'idée, évidemment, c'est qu'ils s'inscrivent en cohérence avec d'autres stratégies nationales qui vont au-delà de l'alimentation, mais avec des ponts parfois à faire et donc une cohérence à assurer. Par exemple, stratégie nationale de santé ou d'autres plans obésité, etc., où il y a une volonté de cohérence entre les différentes initiatives en France quand les domaines alimentaires sont à l'intersection. Alors, évidemment, on ne va pas passer en revue le sommaire, mais c'est simplement pour ceux qui voudraient approfondir le PNNS 4. Ce que l'on en connaît globalement, ce sont les recommandations, manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, c'est déjà très, très bien de connaître ces recommandations-là, au moins celles-là. Et donc, par contre, ça va largement au-delà, c'est-à-dire que dans une politique nutritionnelle de santé publique, il n'y a pas seulement les recommandations à la population, il y a tout un ensemble de mesures, et notamment il y a ce qu'on appelle les objectifs qu'on se fixe en termes d'État finalement pour la population dans les différents domaines. Et donc, je ne ferai pas un catalogue ici, mais vous avez tous ces objectifs qui sont détaillés dans le rapport PNNS. Donc, améliorer la qualité nutritionnelle des aliments eux-mêmes, mieux manger en restauration hors foyer, tout ce qui est réduire la pression du marketing, encourager la mobilité active, donc toujours nutrition et activité physique, alimentation, activité physique, mieux manger en situation de précarité alimentaire, on y reviendra. Et donc, tout un ensemble d'objectifs. Et ensuite, les recommandations sont un des outils lorsqu'elles sont diffusées correctement, qui permettent d'atteindre ces objectifs, mais ce ne sont pas les seuls outils. Donc là, vous voyez tous les objectifs qu'il y a. Encore une fois, on ne les passera pas complètement en revue, d'autant que la semaine prochaine, dans le cours sur les perspectives nutritionnelles en termes de politique nutritionnelle de santé publique, on reviendra sur ces différents aspects et sur les débats très actuels autour de la SNANC, donc la stratégie nationale sur l'alimentation et sur le climat, et donc sur vraiment les enjeux qui sont actuellement considérés comme étant majeurs pour la suite de la politique nutritionnelle de santé publique en France. Donc ces travaux-là, ce travail qu'on fait au niveau français, il est fait en parallèle dans d'autres pays au niveau international. Et donc, voilà quelques exemples ici de politiques de santé publique qui sont parfois uniquement centrées sur des recommandations nutritionnelles ou parfois une politique plus large dans différents pays dans le monde avec évidemment des spécificités liées culturellement aux différences alimentaires, aux sources d'approvisionnement, etc. qu'on a dans les différents pays, mais avec quand même une cohérence en termes de connaissances, puisqu'évidemment, de toute façon, lorsqu'on réalise cette recherche et l'expertise collective, on ne s'intéresse pas uniquement aux études françaises, on regarde ce qui se passe dans le monde, et donc on a quand même une bonne cohérence des recommandations, variations culturelles mises à part, entre les différents pays. Alors, comme je vous le disais, et puis on l'a déjà abordé, dans le PNNS, on a plusieurs mesures. Des mesures qui sont déjà très utiles, et donc on peut en mesurer certains effets à l'heure actuelle, et d'autres qui sont encore trop légères et qu'il faudrait vraiment largement accentuer pour en améliorer l'effet. On a par exemple tout ce qui est régulation depuis 2004 des distributeurs, et notamment ils ont été maintenant interdits dans le premier et dans le second degré, tout ce qui est distributeur de boissons sucrées, de barres chocolatées, etc. Donc c'est déjà un progrès. Tout ce qui est taxe sur les boissons sucrées, donc ça a été introduit en 2012, cette taxe, et ça a été raffiné en 2018, où maintenant c'est indexé sur le taux de sucre, et on prend aussi en compte les boissons édulcorées qui sont également pénalisées dans cette taxe, et doublement pénalisées lorsque c'est sucré et édulcoré. Donc c'est déjà également un progrès pour améliorer l'offre alimentaire. Et puis il y a donc une régulation de la publicité à destination des enfants, mais qui là aussi reste très insuffisante. Je vous en redirai un petit mot ensuite. Donc,
on a ces mesures-là qui agissent notamment sur l'environnement dans lequel on évolue, mais il y a également les recommandations qui font partie intégrante de ces politiques nutritionnelles de santé publique et qui sont fondamentales. Et donc qui ont évolué. Vous le voyez ici, le PNNS dans sa version précédente, les recommandations précédentes, avec alors, au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, ça fait déjà plusieurs PNNS qu'on reste stable dessus, donc on commence à avoir vraiment un niveau de preuve bien fort et on est sûr de nous là-dessus. Et puis, il y en a certaines qui ont évolué. On disait avant, par exemple, de manger des viandes, poissons, œufs, 1 à 2 fois par jour, donc c'est des choses qui ont évolué. Il n'y avait pas du tout les légumineuses dans les recommandations. Donc on a des choses qui ont évolué maintenant sur les sources de protéines, en essayant d'aller vers plus de protéines végétales. Du coup, là, voilà les recommandations actuelles. Et vous pouvez retrouver ça donc, sur le site mangerbouger.fr ou sur le site de Santé publique France, le détail des recommandations. Donc, avec notamment ce qu'on peut se poser à chaque fois comme question quand on dit 5 fruits et légumes par jour, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, du détail dans ce que cela signifie déjà. Qu'est-ce qu'on considère comme étant une portion ? On est entre 80 et 100 grammes. Donc, quand on met un brin de persil sur la salade, ça ne compte pas, etc. Enfin, ça ne compte pas, c'est très bien. C'est très bien, et puis voilà, il faut en mettre aussi. Mais c'est vrai que ça ne compte pas comme une des 5 portions. Le fait que, par exemple, les jus de fruits, comme certes, lorsqu'on presse une orange, par exemple, à la maison, ça va nous apporter des vitamines. Donc, c'est déjà mieux, évidemment, que si on mangeait comme si on buvait un soda. Mais par contre, c'est aussi du sucre, des sucres libres qui sont apportés, qui vont entraîner dans l'organisme un pic au niveau de la glycémie et du coup les problèmes de santé potentiels associés aux boissons sucrées, finalement de la même chose que le reste des boissons sucrées. Donc par exemple, on a ici les explications sur le fait qu'un verre de jus de fruits 100% pur jus peut compter comme une des portions de 5 fruits et légumes par jour, mais par contre, ce n'est pas 5 verres de jus de fruits, ça nous fait des 5 portions. Donc voilà, il y a ce genre de petites précisions et subtilités qui expliquent le détail de toutes ces recommandations donc voilà, au quotidien. Et donc vous voyez ici le Nutri-Score dont on a parlé la semaine dernière, qui fait maintenant officiellement partie du PNNS, avec cette recommandation d'essayer au global, aucun aliment interdit, on peut manger du D, du E sans problème, mais en termes de quantité et de fréquence, essayer de privilégier les aliments plutôt dans les couleurs vertes. Donc ça, ce sont les recommandations. Elles ont été déclinées selon différents groupes de population et ce travail-là n'est pas terminé, c'est-à-dire que, et n'est pas facile non plus, parce que là aussi, pour pouvoir adapter les recommandations qui sont chez les adultes, quand on dit par exemple 2 produits laitiers par jour pour calcium, les protéines que ça peut apporter, ça c'est vrai pour les adultes voilà, dans une tranche d'âge voilà, des adultes. Voilà. Par contre, pour les personnes qui sont soit en croissance, donc les adolescents, ou bien en situation d'ostéoporose, donc notamment chez les seniors, on reste sur des portions recommandées qui sont plus élevées, donc ça peut être 3 portions ou 4 portions, mais ça, pour avoir le niveau de finesse qui permet d'adapter ces recommandations aux différentes catégories de population, parfois on l'a et on peut le faire, et donc du coup les recommandations sont déclinées, parfois ça demande plus on manque de connaissances scientifiques pour vraiment adapter. Et donc, par exemple, un travail en cours actuellement à l'ANSES est la déclinaison des recommandations pour les populations végétariennes, avec justement ces warnings. Alors, on a déjà abordé aussi ces sujets-là. Végétarien, on a tout à fait la possibilité, en éliminant notamment la viande, d'équilibrer les apports alimentaires et de ne pas du tout être en carence si on le fait correctement. Et donc, d'où l'objet, par exemple, de ce groupe de travail de l'ANSES. Et par contre, si on a une éviction vraiment complète de tous produits animaux, là peut se poser vraiment des questions de manque, notamment vitamine B12, zinc, des constituants qui sont principalement apportés par les produits animaux. Et donc ce groupe de travail qui devrait sortir ses recommandations cette année ou l'année prochaine a vraiment pour vocation d'investiguer ces aspects-là. Donc, une fois qu'on a élaboré finalement ces recommandations, comment diffuser efficacement les messages à la population pour atteindre la cible, mais également que ce soit suivi de modifications, suivi d'effets, donc modification des comportements. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué, puisque, évidemment, il faut essayer d'avoir des messages qui soient, ou des mesures qui soient les plus impactants possibles, qui s'adaptent
aux populations cibles. On sait très bien maintenant, c'est la base de la communication, on ne parle pas de la même manière aux différents âges, par exemple, ou différentes catégories de population. Le contexte géographique est également très important. Le fait de vouloir toucher l'ensemble des cibles, et notamment les cibles les plus précaires, ceux qui partent entre guillemets de plus loin en termes de statut nutritionnel, de qualité nutritionnelle de l'alimentation. Donc très important dans la diffusion de ces messages d'essayer d'atteindre cet objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Donc utiliser pour cela différents canaux, différents outils et mobiliser l'ensemble des maillons de la chaîne. Ce qui va être diffusé au niveau national, quand on parle des recommandations du PNNS, c'est une forme de communication. Donc, on va le voir, les messages dans les publicités, manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, etc. C'est très bien. Mais il y a aussi des actions qui peuvent vraiment être faites au niveau très concret, local, territorial, familial, donc les parents, les enseignants, etc. Il y a tout un ensemble donc les professionnels de santé, diététiciens, les médecins, évidemment, les collectivités, les acteurs économiques, les associations. Tout le monde a son rôle à jouer pour converger vers cette prévention nutritionnelle des maladies et cette promotion de la santé. Alors, cette difficulté de communiquer, de trouver le bon degré de message, le bon ton, d'autres secteurs l'ont également expérimenté. Je vous mettais ici, je fais partie du comité d'orientation d'Alliance contre le tabac, donc c'est très intéressant puisque sont débattues notamment les différentes stratégies de communication. Et il y a eu tout qui a été testé, des choses, des messages qui font plutôt peur ou qui sont destinés à choquer, des images sur les paquets, par exemple, de tabac. La carte de l'humour qui a également été utilisée. Je ne sais pas si vous connaissez cette publicité qui est vraiment très, très chouette, où ce sont des jeunes qui viennent comme un voyage scolaire dans une usine qui fabrique des cigarettes et puis ils leur montrent qu'ils ont besoin de recruter de nouveaux jeunes parce que les autres meurent, ceux qui fument déjà. Donc ils ont besoin de nouveaux clients pour dynamiser l'entreprise. Enfin, voilà, il y a tout qui a été essayé en matière de communication avec parfois plus ou moins de succès et puis évidemment une tentative d'adaptation à la cible, mais c'est un domaine avec des spécialistes de ces méthodes de communication qui est extrêmement complexe et qui est absolument nécessaire en matière de santé publique. Alors, quand on parle de canaux de diffusion, c'est vraiment une question aussi qu'on se pose et sur laquelle il va falloir qu'on s'adapte. Nous qui avons maintenant des enfants qui ne consomment plus du tout, notamment les écrans, de la même manière qu'on pouvait le faire, nous étant adolescents ou enfants. Et donc, cette étude, notamment qui a été conduite par Santé publique France en 2020, je vous en avais touché un petit mot lors de la leçon inaugurale, a donné des informations très intéressantes sur l'exposition des enfants aux publicités et au marketing pour les produits alimentaires. Et donc, a mis en évidence finalement que la majorité des produits, des publicités pour les produits alimentaires auxquels étaient exposés les enfants et adolescents l'étaient pour des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle, donc Nutri-Score D ou E. Alors, on n'est pas très surpris de ça, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des études qui l'objectivent correctement. Et donc, alors, évidemment, il y a une régulation, je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas le droit sur les chaînes publiques de télévision de faire de la publicité directement pour les produits alimentaires pendant les dessins animés, les programmes spécifiquement à destination des enfants. Mais ça reste extrêmement insuffisant. Et on le voit ici, puisque finalement, ce que montre ce rapport de Santé publique France, c'est que les enfants sont exposés un peu toute la journée, surtout à différents créneaux horaires, à ces messages nutritionnels, ces publicités, et notamment dans des programmes qui ne sont pas spécifiquement destinés aux enfants, mais quand il y a la télévision allumée dans le matin, ou bien entre midi et deux, ou en fin de journée, début de soirée, à table, etc., eh bien, tous ces messages-là diffusent et atteignent les enfants. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas parce que le programme n'est pas un programme de dessin animés qui ne sont pas exposés également à ça. Et donc, ce que préconise Santé publique France, c'est vraiment de réguler notamment cette publicité dans ces créneaux-là pour lesquels ils ont observé les plus grandes expositions pour les enfants et adolescents. Et surtout, de s'intéresser aussi aux autres canaux. Et là, on a vraiment un manque de régulation à l'heure actuelle de tout ce qui va être Internet, réseaux sociaux, et qui est un monde assez tentaculaire d'exposition à toutes sortes de choses, d'ailleurs pas que
publicité pour aliments. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions sur ce à quoi sont exposés nos enfants. Et on le voit ici, donc, grâce à cette enquête, que chez les 4-12 ans, la télévision reste le média le plus regardé en termes d'écran, donc avec 1h28 par jour quand même en moyenne. Et que par contre, ça bascule chez les adolescents avec Internet qui devient le premier média, donc tout, vidéos, réseaux sociaux, TikTok, Snapchat, etc. confondus, et on est à presque 2 heures par jour d'exposition. Donc vous voyez tout ce qui peut passer si on ne régule pas ce canal de diffusion là auprès des enfants. Mais avec, à l'heure actuelle, une impossibilité méthodologique, en tout cas ils se sont heurtés à cela, d'estimer précisément les expositions des enfants au marketing digital via ces canaux, par manque de données, notamment déclarées par les investisseurs sur ces canaux de diffusion-là. Donc évidemment des choses à faire à ce niveau-là, et puis toujours, et on l'avait abordé notamment lors de questions, lors d'une séance, un rôle extrêmement important à jouer par l'école publique, dès le plus jeune âge, de la maternelle, primaire, collège, lycée, avec une formation adaptée du corps enseignant, adaptée et régulièrement remise à jour. Alors je dis que ça ne coûterait pas grand-chose, si peut-être ça coûterait, mais c'est tellement un investissement pour la société qu'il faudrait faire ça, une journée par an que les enseignants puissent bénéficier d'une formation sur les relations nutrition-santé, les messages à faire passer, comment est-ce qu'on utilise le Nutri-Score avec des ateliers ludiques qui pourraient après, eux, transposer dans leur classe et véhiculer de manière vraiment actualisée et dynamique dès le plus jeune âge. Donc ça fait vraiment partie de la promotion de la santé sur laquelle on a des progrès à faire là en France. Alors, en termes de promotion de la santé, donc c'est vraiment une des missions au cœur des actions de Santé publique France qui gère un certain nombre de dispositifs. Vous le voyez ici, pas seulement autour de l'alimentation, c'est une agence qui plus largement s'intéresse aussi à tout ce qui est tabac, drogue, les addictions aux jeux. Et puis les problèmes santé sexuelle, dépression, etc. Et évidemment les aspects liés à l'alimentation comme mangerbouger.fr. Donc ils pilotent notamment et soutiennent 16 dispositifs d'aide à distance et avec une animation de sites thématiques de prévention sur tout un ensemble de sujets. Alors si on revient un petit peu sur ce site, mangerbouger.fr, alors peut-être que vous le connaissez déjà tous, mais je me suis dit que ça vaudrait le coup quand même de vous le faire un petit peu explorer et vous donner envie d'aller l'utiliser au quotidien, parce que c'est vraiment une mine d'informations très intéressante. Alors on y retrouve les recommandations, donc je vous en parlais tout à l'heure, avec le détail, vous pouvez avoir, en cliquant, vous avez le détail de ce qu'on entend, je vous disais, par fruits et légumes, etc. Mais on a également ces recommandations donc, avec des articles thématiques selon les différentes situations, selon par exemple ici les différents âges de la vie, adultes de 75 ans et plus, les recommandations avant, pendant, après la grossesse, les jeunes enfants avec toutes les recommandations les plus à la pointe puisque ça change pas mal avec l'évolution des connaissances sur tout ce qui est diversification, allergies alimentaires, etc. Donc ça c'est vraiment une mine d'informations fiables sur toutes ces questions-là. Avec également, et c'est pour ça que je vous dis que vous pourriez y aller au quotidien, c'est intéressant, des idées de recettes, des idées d'activités également physiques pour mieux manger, mieux bouger, donc qui sont tout à fait évidemment en ligne avec les recommandations du PNNS. Donc, en termes de modules, ce qu'on retrouve dans ce site-là, vous avez par exemple la fabrique à menus. Cette fabrique à menus, vous allez pouvoir rentrer, donc l'idée c'est d'avoir une consommation plaisir, donc avec des recettes qui font envie, qui sont pas trop compliquées ni trop coûteuses à préparer et qui soient variées. Donc toutes les semaines, cette fabrique à menus va proposer de nouvelles idées, de nouveaux menus. Et donc là, si vous mettez sur une semaine, c'était là quand j'ai préparé le cours, c'était cette semaine-ci. Et donc ça vous proposait par exemple sur une des journées un menu entrée plat dessert, carpaccio pamplemousse à la roquette, burger aux haricots rouge, riz au lait. Donc vous voyez qu'on a vraiment cette dimension, donc vous voyez par exemple ici les légumineuses qui sont introduites dans cette recette-là. On a la notion de plaisir, on ne mange pas que des fruits tous les jours pareil, on a des fruits qui sont bien cuisinés, puis on a aussi d'autres choses, on a un large spectre de recettes. Et avec le Nutri-Score qui a été calculé pour l'ensemble des recettes, donc ce qui est intéressant parce que même si on a le Nutri-Score sur les produits emballés, la recommandation, c'est quand même d'essayer le plus possible d'utiliser des produits frais et de cuisiner soi-même. Donc c'est intéressant parce que sur les recettes, on n'a pas... ça devient compliqué de calculer notre Nutri-Score de recettes. Et tout ça a été calculé sur un très grand nombre spectre de recettes que vous pouvez retrouver sur le site.
Et puis après, bon, ça marche comme n'importe quelle application, hein. Vous rentrez le nombre de personnes, vous avez les ingrédients, la recette, et donc voilà, vous êtes guidé pas à pas pour réaliser des recettes en adéquation avec le PNNS. En adéquation avec le PNNS, encore une fois, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est très important, ça ne se joue pas au niveau d'un aliment, un plat, ni même un repas, ça se joue au niveau, cet équilibre alimentaire, au niveau de la semaine, voire du mois, et d'où le fait qu'on peut manger un gâteau à un dessert, et puis si on équilibre avec le reste de la journée, enfin, on a un équilibre alimentaire global. Alors, il y a vraiment aussi une volonté d'essayer de personnaliser les recettes qui sont proposées ou les informations qui sont données avec un quiz de personnalisation, notamment sur le temps, est-ce qu'on dispose beaucoup de temps en cuisine, en termes de niveau de compétences culinaires, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est seul à la maison, avec des enfants en bas âge, etc. Donc, ce quiz-là permet aussi de proposer des menus, des recettes adaptées aux situations de chacun. On a aussi le fameux calendrier, donc fruits et légumes de saison, hein, pour s'y retrouver, pour voir les produits à consommer, donc avec le côté, ce qu'on discutait l'autre jour sur les aspects de durabilité aussi, donc co-bénéfice individu et planète, le calendrier fruits et légumes de saison. Et puis il y a toute la communication aussi autour de l'activité physique. C'est vrai que je parle beaucoup de l'alimentation, mais n'oublions jamais que dans nutrition au sens large, il y a à la fois l'alimentation, puis l'activité physique, la sédentarité. Et donc là aussi, vous pouvez faire un test de niveau d'activité physique et de sédentarité chez les adultes. Je ne préfère pas le faire moi-même, mais je pense que je connais le résultat. Et donc voilà, vous avez sur les activités domestiques, transport, etc., ça vous permet de voir où vous vous situez par rapport aux recommandations à l'heure actuelle. Et puis après, il y a tout un ensemble de fiches qui sont proposées pour donner des idées, notamment pour aussi les jeunes ou à tout âge, de différentes activités. Et puis sur chaque activité, ils expliquent un petit peu qu'est-ce qui est travaillé, est-ce que c'est plutôt l'endurance musculaire, etc. Donc ça peut aussi donner des idées à l'heure des choix de sport pour les enfants pour l'année prochaine. Donc dans ce PNNS, hein, vous avez aussi, et dans le volet promotion de la santé, vous avez tous les messages qui sont apposés sur les aliments, donc les fameux bandeaux hein, qui sont sur les publicités, qui sont obligatoires maintenant sur les publicités alimentaires, et pour lesquelles donc, des évaluations d'impact sont toujours en cours, dont on pressent hein, que voilà, ça peut avoir un petit effet, mais c'est certainement un effet peut-être limité, certainement parce que aussi certains acteurs, si vous regardez les pubs Coca-Cola par exemple, on a souvent les messages activité physique qui sont mis, et c'est pas éviter de consommer des boissons sucrées. Hein. Ils n'ont pas choisi le message, ils ont le choix dans les différents messages santé publique qu'ils peuvent mettre. Et évidemment, c'est pas toujours le mieux. Mais donc voilà, on a ces messages-là. Et puis on a voilà, tout un ensemble d'autres stratégies. Moi j'avais participé avec Santé publique France par exemple à une vidéo sur Loopsider. Donc on s'est dit que ça pouvait être aussi un média qui peut toucher les plus jeunes avec des vidéos courtes sur l'alcool et donc la promotion, des messages de prévention par rapport aux risques liés à l'alcool, donc cancer, accident de la route, etc. On a également toute une initiative de la part de différents acteurs et notamment vraiment issus du milieu de la recherche. Donc, par exemple, l'INSERM, je vous avais parlé de ce livre sur les fake news en santé, qui est vraiment aussi une manière de faire de la promotion de la santé, de diffuser des connaissances. Ils ont également une série de vidéos courtes qui postent sur les réseaux, sur leur site internet, donc qui s'appelle Canal Détox. Et donc on est régulièrement, donc là aussi l'INSERM c'est beaucoup plus large que la nutrition, donc il s'intéresse à tous les sujets. Nous on est régulièrement partie prenante de ces vidéos-là. Ici c'était sur le chocolat avec Léopold Feuzeux qui est maître de conférence dans mon équipe. Ici c'était sur le sucre. Donc on a cette diffusion aussi là des messages. Les ateliers, je vous ai montré aussi cet atelier-là auprès des enfants à la Cité des Sciences. Ça fait partie aussi des expériences qu'on peut faire de médiation scientifique. Et donc là, régulièrement, les doctorants, par exemple, chez nous, et les chercheurs participent à ce type d'ateliers. Donc la semaine dernière, il y en avait un en partenariat avec Wikidia, qui est une sorte de Wikipédia sur des aspects aussi là, de santé, là, par exemple, où on avait 2 chercheuses de l'équipe qui sont allées accompagner les enfants pour écrire un article sur un sujet scientifique lié à la nutrition pour ce sorte de Wikipédia dans ce domaine santé. Pareil, donc on a des choses, on essaye, comme je vous disais, différentes stratégies. Ici, c'était plutôt une stratégie humoristique, donc avec les Healthivores sur YouTube, donc sur essayer de faire consommer des fruits et légumes. Donc c'était avec
l'humoriste Samuel Bambi qui partait d'un niveau 0 de consommation de fruits et légumes, donc voilà, pour essayer de lui faire augmenter ses consommations. Et puis voilà, de manière générale, hein, des différentes personnes de l'équipe, vous pouvez reconnaître peut-être Emmanuel Kess, Chantal Julia, Serge Herzberg. Donc on est vraiment amené régulièrement à diffuser ces connaissances et ces recommandations, ces messages de santé publique en nutrition auprès du public, aussi via ces aspects-là. Alors le réseau NACRE, là aussi je vous invite, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le réseau, j'en ai parlé à différentes reprises, c'est vraiment une mine d'informations qui a aussi la promotion de la santé comme un de ses objectifs, avec cette pièce de théâtre qu'on avait créée pour les jeunes, pour les faire réfléchir, interagir, monter sur scène et prendre la parole sur ces aspects nutrition et santé, faire les bons choix au quotidien. Et ça a abordé aussi d'autres questions sur les aspects de drogue, relations aux parents, etc. Ça allait plus largement, pas que sur la nutrition, mais vraiment une pièce de théâtre qui peut être jouée à différents endroits en France. Si vous êtes collectivité locale, enseignant, etc., c'est une pièce qu'on peut exporter. La compagnie serait ravie de rejouer la pièce. Les vidéos décrypter et comprendre, avec ici Charlotte Debras, donc doctorante dans l'équipe qui intervenait sur le sucre, les fiches thématiques par facteur de risque, des webinaires grand public auxquels vous pouvez assister avec des dates. Tous les mois, il y a un webinaire sur un sujet autour de nutrition cancer. Hein, c'est un réseau sur ces thématiques-là. Et toutes les formations régulières des professionnels de santé. Donc, si vous êtes médecin, diététicien, etc., infirmière. Donc, il y a vraiment des formations régulières qui sont organisées par le réseau NACRE sur les relations nutrition-santé, notamment nutrition cancer. Le Nutri-Score, je ne aborderai pas, je vous ai juste mis 2 petits diapos pour ceux qui n'auraient pas assisté aux autres cours, parce que c'est un des éléments maintenant de la politique nutritionnelle de santé publique en France, dans 6 autres pays, de la zone Europe également. On l'espère peut-être un jour qui sera obligatoire au niveau européen. En tout cas, on a avec 320 scientifiques signé un rapport récent qui rappelle les niveaux de preuve de l'intérêt de cet outil de santé publique. Et donc, c'est vraiment là aussi un outil de promotion de la santé au quotidien pour essayer d'orienter vers les choix les plus favorables, avec des études qui ont montré que ce logo était impacté de manière utile les comportements d'achat, avec des paniers d'achat plus favorables en termes de quantité de gras, de sucre, etc., dans les paniers d'achat, à la fois en population générale, mais aussi chez les étudiants, chez des personnes en situation socio-économique plus défavorisée ou encore souffrant de maladies chroniques, donc utile dans différentes catégories de population, ce qui a été également montré dans les expérimentations en supermarchés expérimentaux et en vie réelle, dans des supermarchés grandeur réelle, en montrant que le Nutri-Score, parmi tous les logos qui avaient été testés, a été celui qui avait l'impact le plus important chez les consommateurs les moins aisés. Donc, vous voyez un outil potentiellement clé dans cette stratégie de réduction des inégalités de santé. Donc vous aurez aussi, dans cette manière de promouvoir la santé, toute cette idée que les nouvelles technologies peuvent nous aider, les applications notamment peuvent nous aider. Et donc je ne développerai pas ici, mais la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir les fondateurs d'Open Food Facts, qui est une application et un site internet qui, lorsqu'on scanne les codes barres des aliments, donne tout un ensemble d'informations, le Nutri-Score, le score aussi d'impact des aliments sur l'environnement, etc., la liste d'additifs, on a plein d'informations. Et donc ça aussi, ça participe d'un point de vue avec un empowerment, du coup, les citoyens deviennent en capacité eux-mêmes d'avoir un œil critique sur ce qu'ils mangent et du coup d'impacter aussi l'offre alimentaire en faisant des choix qui obligent les industriels à s'orienter vers des produits plus vertueux nutritionnellement. Alors, une fois qu'on a mis en place ces politiques, ces recommandations, qu'on les a diffusées du mieux possible dans la population, il est absolument fondamental de surveiller comment tout cela évolue. Où est-ce qu'on en est déjà au départ, avant de mettre en place une mesure, et puis comment cela évolue. Et tout cela pour mais finalement déjà voir où est-ce qu'on en est par rapport, quelles sont nos marges de progression par rapport à l'adéquation aux recommandations, mesurer les évolutions dans le temps. Et pour cela, on va procéder avec des méthodologies d'enquête qui sont spécifiques à ces études de surveillance. Si vous vous souvenez, lorsque je présentais Nutrinet Santé, il n'y a aucune, donc cette cohorte qu'on a sur 174 000 adultes, pour laquelle on recherche toujours de nouveaux volontaires.
et pour laquelle on s'intéresse vraiment là, le cœur de notre métier, c'est vraiment étudier les relations entre des comportements alimentaires, des expositions et l'apparition des maladies. Là, on ne recherche pas spécifiquement à être représentatif de la population. Dans l'idéal, bon, ce serait formidable, mais l'important, c'est que toute personne qui a 15 ans ou plus puisse s'inscrire à l'étude et y participer. Et après, nous, on prend en compte le fait que les personnes sont plus ou moins fumeurs, font plus ou moins d'activité physique, etc. On ajuste tout ça dans nos modèles. Mais l'idée n'est pas forcément d'avoir une représentativité. Ici, pour les études de surveillance, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc on va vraiment procéder avec des études, notamment des études transversales, c'est-à-dire on va faire une photo de la population à un moment donné, qu'on espère la plus représentative possible de la population. Et donc ça, pour cela, ça passe par une étape généralement de tirage au sort. Et on va s'intéresser, donc la population cible va être, donc dans plusieurs études que je vais vous montrer, la population nationale au global, mais ça peut être aussi des populations spécifiques au niveau régional ou au niveau catégorie de population. Donc dans les grandes études de surveillance qu'on a en France, on a celles qui sont conduites notamment par Santé publique France, et sur le volet alimentaire, elles sont conduites par l'équipe de surveillance en épidémiologie nutritionnelle, l'ESN, qui est rattachée à notre équipe de recherche et qui est basée avec nous à Bobigny. Et donc qui a publié depuis l'étude ENNS, donc l'étude nationale nutrition santé, qui datait de 2006. C'est vraiment la grande étude nationale représentative sur les consommations alimentaires des personnes vivant en France. Cette étude a été reproduite et adaptée, qui est l'étude Esteban, quelques années plus tard, environ 10 ans plus tard, donc ce qui a permis de voir de nombreuses évolutions qu'on va voir ici. Et puis des études ont été également conduites dans des populations plus spécifiques, comme par exemple chez les bénéficiaires de l'aide alimentaire, ou encore dans des populations ici vivant dans les DROM, avec la dernière étude ici à Mayotte, que je vais vous présenter une diapo. Et donc, ces études-là, elles sont également conduites, d'autres études sont également conduites par l'ANSES, et ce sont les études 1K. Donc, l'étude 1K1, 98-99, puis 1K2, 2006-2007, et ensuite l'étude 1K3, 2014-2015, avec maintenant une réflexion pour avoir une étude commune pour la suite, puisque, donc, vous avez compris, ce sont des études qui sont régulièrement, évidemment, reproduites pour voir les évolutions. Et donc, la prochaine étude sera conjointe, elle s'appelle Alban, elle est en préparation, et elle va changer de formule pour avoir une surveillance plus régulière avec des cycles de 24 mois, et donc une seule enquête alimentaire pour la suite. Alors, les études de ENNS et Esteban, qu'est-ce qu'elles nous ont apprises ? Je les mets ensemble involontairement, puisque un des intérêts, c'est vraiment de montrer ces évolutions au cours d'une décennie. Donc, elles ont été conduites par, initialement, l'Institut de veille sanitaire, qui a fusionné avec l'INPES, pour ceux qui connaissaient avant, et puis d'autres instituts, pour former Santé publique France. C'est eux qui sont responsables de ces études-là, avec donc les EN, et qui ont vraiment pour vocation de surveiller l'état nutritionnel de la population vivant en France, finalement sur le même modèle que d'autres études qui existent dans le monde. Aux États-Unis, par exemple, l'étude très connue de ce même type, c'est l'étude NHANES, donc National Health and Nutrition Examination Survey, et donc ce sont vraiment études nationales transversales répétées. Là, on y a vraiment pour mission pour Santé publique France de suivre l'adéquation aux recommandations du PNNS et du coup donc, de disposer d'un échantillon représentatif. Au départ, il y avait plusieurs études qui existaient sur notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires pour mesurer l'état de santé de la population, ou des études sur l'imprégnation aux métaux lourds, par exemple. Mais finalement, il n'y avait pas d'études de ce type avant ENNS, donc c'est vraiment la première étude alimentaire en population générale qui inclut à la fois un volet clinique et biologique, en plus de l'enquête alimentaire, et qui s'intéresse non seulement aux adultes, mais également aux enfants à partir de l'âge de 3 ans, vivant, là, cette fois, en France métropolitaine. Et donc, on s'intéresse à la fois aux consommations alimentaires, mais aussi à tout ce qui est prévalence des différentes pathologies liées à la nutrition et d'autres, et l'exposition aux métaux lourds, donc plomb, cadmium, arsenic, mercure, et aux résidus de pesticides. Alors, l'étude ENNS et puis ensuite Esteban apportait donc ce sont des études transversales, donc il n'y a pas de suivi dans le temps, on ne mesure pas l'évolution, l'apparition de maladies au cours du temps, mais ce sont des études qui, le temps de réaliser le terrain, vont durer 12 mois, mais pour un individu donné, la période d'enquête est beaucoup plus courte. Par contre, on a voulu répartir ça sur 12 mois de manière à avoir une consommation alimentaire, pas tout le monde en été ou tout le monde en hiver, pour avoir une photo de la population un peu plus
plus diverses sur les consommations de l'année. Et on est donc sur un tirage au sort auprès de 4000 adultes 18-74 ans voilà, et de 2000 enfants, donc de 3 à 17 ans pour ONNS et 1000 pour Esteban, avec un tirage au sort à différents niveaux. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais c'est toute une méthodologie, cette méthodologie des sondages et des tirages au sort qui a été vraiment qui est assez complexe de manière à garantir cette représentativité le plus possible. Et donc là, vous voyez que c'est vraiment un recrutement sur la France entière qui était visé, et avec un protocole très codifié d'une succession soit de visites, et notamment puisqu'il y a dans ces volets-là, dans cette étude-là, des prélèvements biologiques, des mesures cliniques, anthropométriques, etc., de prise de pression artérielle qui sont réalisées, donc des visites à domicile, mais également des enquêtes, notamment alimentaires, qui ont pu être conduites parfois sur le web ou bien à distance par des entretiens téléphoniques, selon les âges notamment des participants. Donc pour ce qui est du volet alimentaire, on procédait donc par par rappel de 24 heures. Donc là, c'est-à-dire que les personnes savaient que c'était leur période d'enquête, savaient qu'elles auraient à faire à ce moment-là une enquête à un moment donné, mais ne savaient pas quelles étaient leurs dates d'enquête. Et donc on les prévient un jour donné en disant ben voilà, aujourd'hui vous allez nous raconter ce que vous avez consommé la veille durant les dernières 24 heures, avec un entretien qui était dirigé par un professionnel, notamment diététicien ou diététicienne. Et donc, on essayait d'avoir 2 jours de semaine et 1 jour de week-end, pour là aussi avoir la variabilité des comportements. Et tout cela a été fait grâce à en utilisant un logiciel ici à NutriExpert pour ENNS, et après on était vraiment basé sur le même outil de recueil que Nutrinet Santé. C'était l'intérêt justement d'avoir cette mixité d'équipes de recherche, puisqu'on a vraiment le même outil. Ce qui est très utile, par exemple là on est dans le projet sur les additifs alimentaires. Tout ce qu'on a pu faire comme quantification des apports en additifs dans la population Nutrinet Santé, tout ça est transposable de manière très facile dans l'étude Esteban. Donc on est en train maintenant de publier des chiffres représentatifs au niveau national sur l'exposition au mélange d'additifs alimentaires dans la population. Donc grâce à cet outil de recueil partagé. Et donc évidemment, il y a aussi d'autres questionnaires, des questionnaires complémentaires sur la prise habituelle, le choix habituel en matière de matières grasses, de sel, sur la connaissance et la perception des recommandations du PNNS par les participants, etc. Des questionnaires validés pour l'activité physique, adaptés aux différents âges. Et ici, par exemple, chez les adultes, le fameux IPAC, c'est un questionnaire qui est très, très connu, celui qu'on utilise couramment aussi dans Nutrinet Santé. Et puis des données sociodémographiques, comportementales sur le tabac, etc. Il n'y a pas que la nutrition, et les antécédents médicaux. Donc vous voyez ici les différentes données qui ont été collectées dans le cadre du volet clinico-biologique, avec chez les enfants et les adultes le poids et taille mesuré chez tout le monde, plus tour de taille, tour de hanche chez les adultes. Des données sur notamment spirométrie, c'est tout ce qui va être le volume d'air expiré, donc tout ce qui est souffle, etc. Donc là qui est pris uniquement dans Esteban, et puis tous les dosages biologiques, cholestérol, vitamines minéraux, vitamine D, fer, etc. pour voir le statut vitaminique, et pesticides, métaux lourds, chez les adultes uniquement dans ENNS, et puis enfants et adultes pour Esteban. Donc ça, ce sont le type de matériel biologique qui a été notamment récolté. Et vous voyez qu'on a ici du sang, des urines, également une mèche de cheveux avec du dosage de mercure, et toute une logistique. Vous pouvez imaginer pour, à un moment donné, un instant T, collecter ces informations sur autant de monde, avec toutes les normes, évidemment, qu'il faut, transport réfrigéré, le délai entre le temps de prélèvement et le technicage de moins de 4 heures, etc. Donc ce sont des enquêtes très lourde à mettre en place. Et je vous montre ces données ici, donc je passe assez rapidement, mais c'est quand même intéressant de voir que malgré le fait qu'on ait mis en place un sondage, un plan de sondage adapté, un tirage au sort, etc., et qu'on vise cette représentativité, on ne peut pas forcer les gens à participer. Et donc, malgré cela, même dans ces études-là, on a, de manière spontanée, avant redressement des données, des biais qui sont liés à des biais de sélection dans la population, avec une surreprésentation des personnes plus âgées versus les 18-29 ans, des personnes plus diplômées ici, et ça c'était dans ENNS, on voit ça chez les hommes et les femmes, et c'était la même chose dans Esteban,
Ici, vous voyez, avec une surreprésentation des plus âgés, et ici, pareil, des personnes avec des diplômes plus élevés. Donc c'est quelque chose, on aura beau faire, on aura toujours ce type de biais-là et de tendances-là, qui illustrent aussi la difficulté à capter des populations moins éduquées, etc., alors que voilà, on a vraiment envie d'avoir des informations sur ces personnes-là. Et donc, pour prendre en compte tout ça, donc prendre en compte déjà le plan de sondage complexe au départ et ensuite se rapprocher le plus possible de notre représentativité nationale, on va réaliser des pondérations, des redressements avec comme benchmark la structure d'âge, de sexe, etc. de la population qu'on a grâce au recensement de l'INSEE. Donc ça, ce sont des statistiques qui sont aussi là très connues et maîtrisées de la part de ces épidémiologistes qui réalisent ces données ces études de surveillance. Alors, comme résultat, ce que nous ont appris ces études Esteban et NNS, eh bien, ici, par exemple, donc il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein, on a des choses qui évoluent quand même correctement. Donc, ces études-là, entre 2005-2015 à peu près, hein, sur la décennie, on voit qu'il y a une stabilisation du surpoids, obésité inclus, quand on regarde au global sur la population, avec une stabilisation de l'obésité qui se situerait autour de 17%. Donc là, bon, pour lire ces graphiques, hein, il y en a plusieurs qui se succèdent. Vous avez ici les hommes, les femmes, ENNS en bleu un peu plus foncé ou rouge un peu plus foncé et Esteban en plus clair. Et puis, vous voyez ici les évolutions et ici, par exemple, vous avez les chiffres entre ENNS et Esteban sur surpoids plus obésité groupée. Sinon, là, ce sont les différentes catégories. Donc, indice de masse corporelle inférieur à 18,5, 18,5-25, 25-30 et au-delà de 30 kg par mètre carré. Donc, relative stabilité, en tout cas quand on regarde au niveau global dans la population. C'était chez les adultes. Lorsqu'on regarde chez les enfants, il semble également y avoir cette stabilité surpoids plus obésité au global, chez les 6-17 ans ici, avec par contre, fait quand même à surveiller une augmentation significative de la maigreur, donc l'indice de masse corporelle inférieur à 18,5, chez les adolescentes, notamment les jeunes adolescentes de 11 à 14 ans, que l'on voit ici, on est passé de 8 à 14% dans cette étude-là. Alors, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais on va le voir ici avec des exemples vraiment frappants. La nutrition et le statut nutritionnel de manière plus globale, la corpulence, sont vraiment des marqueurs d'inégalité sociale de santé très forts. On a ici l'exemple sur les chiffres d'obésité. Hein, vous voyez dans les études, ici l'étude Esteban, 16% des enfants d'ouvriers sont en surpoids. Et 6% sont en situation d'obésité. Ces chiffres-là, respectivement chez les cadres, on est à 7% et 1%. Donc, vous voyez, évidemment très significatif hein, d'un point de vue statistique. Et ça, donc, ce ne sont pas les seules études à le dire. Autre étude qui a mesuré là aussi des prévalences de surpoids, d'obésité dans la population française, l'étude OBEPI. 51 et quelques pourcents de personnes en excès de poids chez les ouvriers, 45% chez les employés, 43 professions intermédiaires, 35 chez les cadres. Vous voyez ici un gradient socio-économique qui se vérifie également. Alors là, ces chiffres-là, on les a aussi de manière très parlante. Vous voyez une tendance vraiment totalement linéaire lorsqu'on regarde la relation entre corpulence chez les adultes et diplôme, avec ici, vous le voyez, une diminution de la prévalence de surpoids, donc c'est surpoids plus obésité hein, inclus, avec l'augmentation du niveau de diplôme chez les hommes en bleu, chez les femmes en rouge, très significatif et très linéaire. Pareil ici, lorsqu'on s'intéresse à l'hypertension artérielle, avec un gradient, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, de diminution de l'hypertension artérielle avec l'augmentation du niveau de diplôme dans l'étude Esteban. Alors quand on s'intéresse à l'activité physique, ici chez les adultes, on a, point positif, une augmentation significative qui a été observée chez les 40-54 ans, chez les hommes. En revanche, une baisse de l'activité physique chez les femmes, et ce, quelle que soit la tranche d'âge. Vous voyez ici, entre ENNS et Esteban, une diminution significative ici dans toutes les tranches d'âge, donc qui est assez alarmante. Et là, pour le coup, pour l'activité physique, pas de différence, pas de gradient spécifique observé, que ce soit dans ENNS ou dans Esteban, sur le niveau de diplôme. Au niveau de la sédentarité, et donc il faut bien avoir en tête que à la fois l'activité physique et la sédentarité, donc évidemment bon, c'est lié d'une certaine manière, mais ce sont aussi deux notions séparées. On peut avoir une profession par exemple très sédentaire qui nous amène à être assis
toute la journée quasiment, puis après on rentre chez nous, et la nuit on dort, donc on est quand même très sédentaire la plupart des 24 heures. Et par contre, on peut faire 2 heures de sport intense le soir. Et donc là, on sera à la fois, d'après les questionnaires qu'on a là, considéré comme très physiquement actif si on fait 2 heures de sport tous les jours, mais par contre aussi très sédentaire en termes de nombre d'heures passées assis ou allongés dans la journée. Et ce qui a été montré dans les études épidémiologiques de lien avec la santé, c'est que ces deux notions-là étaient toutes les deux, de manière indépendante, quand on ajustait l'une sur l'autre, associées à des effets sur la santé. Et du coup, évidemment, des effets plutôt protecteurs pour l'activité physique et délétères pour la sédentarité. Donc là, ce qu'on a montré dans l'étude Esteban, c'est que 90% de la population adulte passe plus de 3 heures par jour dans des activités sédentaires, avec une moyenne autour de 6h35. Et puis, donc 17% des hommes, 22% des femmes cumulent les deux facteurs de risque, à la fois niveau d'activité physique bas et sédentarité élevée. En matière de sédentarité, là aussi, évolution entre 2006 et 2015, on a un temps d'écran qui a très fortement augmenté. Vous voyez, on est passé de 3h10 en moyenne à 5h07. Enfin, au niveau d'une moyenne, ça c'est vraiment une grosse variation en 2015. On avait 53% qui passaient 3 heures par jour ou plus devant les écrans en 2006, contre 80% en 2015. Donc vous voyez là les réseaux sociaux, Internet, etc., les smartphones qui ont eu un impact très certainement là, négatif. Là aussi, enfin là pour le coup, un gradient avec le niveau de diplôme, un temps passé devant l'écran qui diminue lorsque le niveau de diplôme augmente, alors qu'on n'avait pas ce gradient-là qui était observé dans l'étude précédente ENNS. Pour ce qui est des enfants, en matière d'activité physique, 7 garçons sur 10 et 6 filles sur 10 atteignent les recommandations d'activité physique, donc c'est-à-dire un niveau élevé d'activité physique au moins 5 jours par semaine. Avec pas spécifiquement d'évolution de ces atteintes de recommandation entre les deux volets d'études à 10 ans d'écart. Pour ce qui est de l'activité physique ici, donc là on était chez les moins de, enfin chez les 6-10 ans, on est ici chez les 11-17 ans. On a une forte inactivité qui est observée à partir de 11 ans et qui est relativement alarmante, avec plus d'un garçon sur 3 et du coup et moins d'une fille sur 5 qui atteignent les recommandations, donc avec un dimorphisme là selon le sexe ici, et les 11-17 ans qui pour le coup n'ont pas d'évolution significative entre les deux tranches d'enquête. En matière de sédentarité, et notamment, alors sédentarité, ça va beaucoup plus loin que juste les écrans, mais c'est vrai que c'est un proxy qui est souvent utilisé dans les études pour parler de sédentarité, même si c'est plus complexe que ça. On a un temps passé devant les écrans qui est supérieur chez les garçons, donc avec 4h29 en moyenne chez les 6-17 ans contre 3h55 chez les filles en moyenne, et une augmentation du temps passé devant les écrans selon l'âge, on l'a vu déjà, avec en 2006 43% des enfants qui passaient au moins 3 heures par jour devant les écrans, contre 61% maintenant en 2015. Alors je dis maintenant, on attend de voir ce que va donner l'étude Alban qui va avoir lieu normalement l'année prochaine ou la suivante, mais en tout cas on était déjà sur cette tendance-là. Et un temps d'écran moyen qui reste supérieur chez les enfants dont la personne de référence du foyer avait un niveau d'études inférieur au bac, contrairement à ceux pour lesquels le référent avait un diplôme plus élevé. On a aussi ici des mesures donc, de consommation de fruits et légumes, avec, point négatif, une diminution de l'atteinte du repère des au moins 5 portions par jour chez les hommes de 50 à 74 ans et les femmes 18-39 ans. Pas d'évolution sur ce qu'on appelle les petits consommateurs qui sont à moins de 3,5 portions par jour de fruits et légumes entre les deux temps d'enquête. Et chez les enfants, une évolution non significative, pas spécifiquement d'évolution, quel que soit l'âge et le sexe, avec une atteinte du repère qui est la plus faible dans le groupe d'enfants garçons 11-14 ans. Là aussi, gradient selon le niveau de diplôme très marqué, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, avec, donc ici, vous voyez les petits consommateurs, les plus petits consommateurs qui diminuent avec le niveau de diplôme, les plus forts consommateurs qui augmentent avec le niveau de diplôme chez les hommes, et une tendance à peu près similaire chez les femmes, baisse des petits consommateurs et les plus élevés
à atteindre les au moins 5 portions par jour chez les diplômes Bac+3 et supérieurs. Donc même chose ici, même tendance, très marquée également selon le diplôme du parent référent, entre guillemets, c'est tout des aspects démographiques, donc du parent référent dans le foyer, et avec du coup une moindre consommation de fruits et légumes chez les enfants dont les parents ont un diplôme plus bas. Donc, ces études-là nous ont finalement permis, et donc je l'avais abordé un petit peu lors de la leçon inaugurale, vous aurez tout ça, encore une fois, je mettrai... J'ai parfois un petit peu de retard, mais je mets les PDF sur le site internet. Vous aurez pour chacun des repères, chacun des repères de consommation, des recommandations du PNNS, les niveaux d'atteinte qui ont été mesurés. Et donc on voit ici, par exemple, que c'est sur des chiffres adultes 18-54, on a 72% qui sont en deçà des 5 portions de fruits et légumes par jour, 87% qui ne mangent pas les 2 fois des légumineuses par semaine, 85% qui ne mangent jamais de fruits à coque, donc noisettes, noix, etc. Donc on voit vraiment ici la progression qu'on peut encore avoir par rapport à ces recommandations pour l'atteinte des recommandations PNNS. En matière de statut nutritionnel, on a une situation qui est quand même assez préoccupante sur la vitamine D, où on a une prévalence de carence en vitamine D. Là, ce sont des chiffres qui indiquent 7% chez les adultes, 4% chez les enfants. Carence, on est vraiment dans un seuil, on ne parle pas uniquement d'insuffisance, on parle vraiment de carence diagnostiquée grâce au dosage, avec une amélioration chez les femmes de ce statut en vitamine D entre NNS et Esteban. Par contre, donc ça c'est au global, et notamment chez les 50-74 ans, mais par contre une augmentation de la carence en vitamine D chez les hommes. Et on a quand même encore 20% des femmes en âge de procréer qui ont une déplétion totale des réserves en fer, avec une anémie là, pour 7%. Pour ce qui est de l'acide folique, la vitamine B9, là on a aussi une prévalence du déficit qui est au global de 13%. Chez les femmes adultes en âge de procréer, mais avec cette prévalence qui a quasiment doublé en 10 ans, puisqu'on était autour de 7% avant dans NNS. Et là aussi, un gradient qu'on retrouve ici sur le niveau de diplôme. Ici, là vous voyez notamment dans Esteban, les chiffres les plus récents, un gradient très fort de diminution de cette inadéquation, enfin cette insuffisance en apport en folate qui diminue donc avec le niveau de diplôme. Donc, tous ces résultats en détail, vous les retrouverez dans les rapports qui ont été publiés de NNS et d'Esteban sur le site de Santé publique France. Et alors, je ne vais pas, là, parce que ça ferait vraiment catalogue et puis que je suis déjà en retard, passer en revue tout ce qui est fait dans les autres études, un cas par exemple, mais il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment dans ces études un cas de l'ANSES, où ils quantifient les apports par l'alimentation, en prenant aussi en compte les aliments enrichis, les compléments alimentaires. On voit ici, et puis ils vont mesurer notamment est-ce qu'on dépasse certaines limites de sécurité en certains nutriments. Donc ça, c'est quand on regarde la population au global. Et quand on regarde spécifiquement chez les consommateurs de compléments alimentaires du nutriment en question, on voit ici par exemple que pour le fer, il y a des dépassements de limites de sécurité qui sont potentiellement importantes. On atteint ici 6,5% de l'ensemble de la population. Quasiment personne chez les hommes, c'est surtout les femmes qui prennent ces compléments, mais on est autour de 9% de dépassement des limites de sécurité chez les femmes pour le fer, par exemple, chez celles qui prennent les compléments alimentaires à base de fer. Donc dans ces aspects aussi de surveillance, dispositif très important piloté par l'ANSES, qui est le dispositif de nutrivigilance, et je vous en parlais dans le cours sur les fake news, les idées reçues en nutrition santé dans le volet complément alimentaire. Ça a vraiment permis de repérer des effets délétères potentiels de certains compléments alimentaires qui, mis bout à bout, quand il y a plusieurs signalements qui sont cohérents, ont permis de réaliser des avis et des warnings sur certaines catégories de compléments alimentaires pour certaines catégories de population. On a également les outils de type baromètre qui sont conduits par Santé publique France. Baromètre cancer, baromètre santé, baromètre nutrition. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de baromètre nutrition. Des baromètres plutôt à thématique qui là sont plus destinés, sont beaucoup moins précis. On ne va pas mesurer en termes de consommation alimentaire, c'est vraiment pas l'objectif, mais c'est plus pour mesurer les connaissances en matière de nutrition et puis les idées, les opinions vis-à-vis de certains facteurs nutritionnels ou d'autres, pas que de la nutrition d'ailleurs. Donc très intéressant ici. Le dernier baromètre qui
vient de sortir, c'est celui sur le cancer, des chiffres collectés en 2021, mais il est publié là, en ce moment, là, en 2023, et qui donne notamment, il y a un volet sur nutrition cancer, où il y a pas mal de chiffres intéressants, où on voit, et donc ça, c'est des choses qui ont évolué très positivement, que la très grande majorité des Français maintenant perçoivent l'alimentation comme ayant un rôle potentiel sur la survenue des cancers. Avec par contre seulement 55 et quelques % qui se sentent bien informés sur ces risques-là. Des choses qui ont progressé, par exemple dans la connaissance des facteurs de risque de cancer liés à la nutrition. Les charcuteries maintenant sont citées par 73,9% contre seulement, enfin donc c'est 26,5 points de plus que lors de la dernière édition, la dernière fois qu'on leur avait posé la question en 2010. Pareil, progression de la connaissance du lien viande rouge et cancer colorectal, 31 points de plus là, dans la connaissance de ce facteur-là. Et puis pour les fruits et légumes protecteurs du risque de cancer, donc 62%, on a gagné presque 7 points par rapport au baromètre précédent. Donc on voit une progression des connaissances en tout cas sur ces sujets-là. Si vous êtes intéressé par les résultats de ce baromètre cancer, vous aurez la possibilité d'assister au webinacre, donc sur Internet, hein, c'est gratuit, en libre accès du réseau NACRE le 15 juin. Et donc c'est Jérôme Foucault qui est responsable du département épidémiologie à l'Institut national du cancer qui présentera tous les résultats de ce baromètre cancer, et notamment sur le volet nutrition. Quelques mots sur les études ABENA, puis vous aurez vraiment l'occasion de découvrir plus en détail ces questions, hein, notamment de problématiques d'alimentation dans des populations réellement précaires, avec le séminaire qui va suivre, hein, avec Sandrine Nuret et Benjamin Cavalli. Donc sur ABENA, c'est une étude qui a été conduite à 2 reprises. Il y a eu un volet en 2004-2005 et un en 2011-2012 par Santé publique France auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Plusieurs données ont été collectées chez là, notamment les adultes. Hein. J'ai remis ici les données collectées dans Esteban, puisque l'intérêt est aussi de pouvoir comparer par rapport à la population générale française certaines informations. Et donc, voilà, un certain nombre d'informations ont été collectées. On voit ici, en matière de corpulence et d'hypertension artérielle, des chiffres absolument alors déjà frappants de par la prévalence de ces problèmes-là dans cette population de bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais également, ce qui est le plus alarmant, c'est la progression dans le mauvais sens, c'est-à-dire d'augmentation de ces problématiques-là dans cette population. Vous voyez ici, entre les 2 volets de l'étude ABENA, une augmentation importante et tout à fait significative de, ici, la proportion de personnes en situation d'obésité, chez les hommes comme chez les femmes, et ici de personnes souffrant d'hypertension artérielle, donc dans toutes les catégories ici, avec une augmentation entre les 2 volets, et des valeurs absolues de ces problèmes-là, en termes de prévalence, plus élevées que ce qu'on a dans les études ENNS-Esteban, dont j'ai rappelé les chiffres ici, c'est ceux que je vous présentais tout à l'heure, avec ici où je vous disais, par exemple, sur la corpulence, on est plutôt dans une stabilisation. Ce n'est pas du tout vrai lorsqu'on regarde dans le détail des populations les plus défavorisées, comme on peut le voir ici. On a aussi ici des choses qui sont des questionnaires validés dans le cadre de cette étude sur l'insécurité alimentaire, la manière dont les personnes se présentent, se déclarent en insécurité alimentaire. Et donc on voit ici que ce problème de corpulence, et notamment de personnes en situation d'obésité, est d'autant plus fort chez ceux pour lesquels cette situation d'insécurité alimentaire est qualifiée de sévère, où on est ici à 57 et quelques % de personnes en situation d'obésité. Pour le statut en folate, acide folique, vitamine B9, on a ici une variation qui n'est entre les deux, donc on n'a pas d'aggravation de ce problème-là comme on a pu le voir en population générale, mais vous voyez qu'on se situe à un niveau qui encore reste beaucoup plus élevé. On est à presque un quart de la population de ces femmes en âge de procréer qui a un statut en folate insuffisant. Pour rappel, on l'avait déjà évoqué, mais un statut en folate insuffisant, ça peut conduire à des défauts de fermeture de tube neurale, donc une malformation importante. Donc c'est particulièrement important d'avoir un bon statut en acide folique, en folate, avant la grossesse et dans les premiers mois de la grossesse. Ce graphique-là, il est également pour illustrer que quel que soit le type de structure d'aide alimentaire qui était échantillonnée, considérée dans cette étude, on a une écrasante majorité, la quasi-totalité de la population qui est située dans les petits consommateurs de fruits et légumes, moins de 3,5% dans cette étude ABENA, ici la dernière version.
et avec, pour ce qui est du statut en fer et en vitamine D, alors une baisse de la fréquence de l'anémie ferriprime chez les femmes en âge de procréer ici dans ABENA, mais qui reste à des chiffres de toute façon très élevés. Et vous voyez ici, pareil, pour les carences en vitamine D, où on a chez les hommes comme chez les femmes autour de 45-46% de personnes qui souffrent vraiment de carences en vitamine D, avec des chiffres ici, si on doit comparer, ce sont ces chiffres-là pour ONNS ou Esteban, donc vous voyez qu'on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Alors on l'avait évoqué aussi, la crise sanitaire a vraiment accentué ces problématiques-là d'inégalité de santé. Ça, c'est un rapport du Secours catholique de 2020 qui évoquait donc un Français sur 10 qui aurait eu recours à l'aide alimentaire durant la période de pandémie, jusqu'à 7 millions de personnes en 2020, donc ce qui fait quasiment 10%, et 57% des ménages qui ont eu recours à cette aide déclaraient y avoir eu recours pour la première fois, donc on sent que ça n'allait pas dans le bon sens ici. Et puis vous avez beaucoup de choses, de chiffres qui sont publiés sur cette aggravation de cette insécurité alimentaire dans un pays comme la France. Ça paraît complètement aberrant à notre époque. Bon, ça c'est un article récent, moi je suis du Sud, donc j'ai mis un article de la Marseillaise. Et puis un chapitre d'ouvrage qu'on a également rédigé avec Chantal Julia, vous avez pu voir pendant les questions la semaine dernière, Julia Baudry, qui est intervenue sur durabilité, Serge Herzberg et moi-même, dans Vie sociale, où on a fait vraiment un état des lieux des inégalités de santé liées à l'alimentation, avec une analyse quantitative. Alors, je vais passer vraiment vite, je me rends compte de mon retard, sur les études autres qui ont été conduites dans d'autres catégories de population, l'allaitement maternel. Donc, il y a des études qui s'appellent EpiFan, qui sont conduites par Santé publique France et qui permettent, en relation aussi avec l'étude nationale périnatale, d'avoir des informations très intéressantes et là aussi répétées sur les pratiques, notamment d'allaitement maternel. Avec ici, par exemple, grâce à l'étude Epiphane précédente, on voyait qu'on avait un taux d'allaitement à la maternité qui était de 74%, qui diminue effectivement, évidemment, avec les mois. On n'est plus qu'à 33% à 4 mois, et une durée médiane de l'allaitement qui était autour de 15 semaines. Avec des chiffres aussi, des informations sur tout ce qui est diversification alimentaire. Donc l'âge médian au début de la diversification, 152 jours, avec 54% qui ont entre les 4 et 6 mois qui sont à l'heure actuelle recommandés. Et puis une diversification qui avait débuté avant les 4 mois pour 13% la des mères. Et donc seulement, finalement, à 1 an, seule la moitié des enfants avaient déjà consommé matière grasse ajoutée, moins d'un quart avaient déjà consommé des œufs. Donc c'est très intéressant de voir où on se situe là, dans ces études-là par rapport à ces recommandations qui évoluent. Et des taux maternels, enfin voilà, ça c'est grâce aux enquêtes nationales périnatales, on voit aussi qu'on est encore parmi les plus bas taux en Europe en matière d'allaitement, où on avait eu une progression jusqu'en 2010, et puis là on voit qu'on a légèrement baissé et on est en stagnation, donc on a vraiment aussi des progrès à faire sur ces aspects-là. Donc ça, c'est simplement pour vous signaler que la prochaine étude Epiphane basée sur un sous-échantillon de l'étude nationale périnatale est en cours d'analyse. Les données ont été collectées sur un grand nombre d'informations, allaitement, diversification, sur beaucoup d'informations. Grâce à, là aussi, un plan de sondage qui permet le plus possible une représentativité, on va pouvoir bénéficier très rapidement, normalement d'ici cette année, d'informations sur toutes ces questions-là autour de l'allaitement, la diversification, avec un rapport qui est attendu d'ici la fin d'année. Et puis aussi pour toutes ces données de Santé publique France, une possibilité de travailler dessus, de mise à disposition des bases de données à partir de 2024. Donc on a vraiment ces indicateurs qui sont collectés à différents niveaux, international, national, régional, avec des indicateurs au niveau international, je vous en ai déjà parlé, c'est ça qui nous permet par exemple de voir qu'on est à 2 milliards de personnes qui souffrent de carences nutritionnelles à l'heure actuelle au niveau mondial, mais avec à la fois aussi 2 milliards d'adultes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité. Donc tous ces chiffres-là, ils sont évidemment très importants pour
avoir un recul et des politiques mondiales et des accords entre les pays, etc., pour orienter ces politiques de santé publique au niveau mondial. Donc ces chiffres-là, hein, je ne vous remets pas, c'est des chiffres qu'on a déjà vus sur le coût d'un régime sain, sur les enfants en retard de croissance, donc des choses au niveau global. On a les chiffres dans cette optique-là mondiale très intéressants si vous voulez regarder les données de visualisation du Globocan, donc du Centre international de recherche contre le cancer, avec plein de graphiques, de modes de représentation interactive des données sur les problématiques cancer et leurs facteurs de risque. Et puis, il y a celle du Global Burden of Disease, là aussi, donc en libre accès. Vous pouvez, au niveau mondial, pour une région du monde, pour un pays, pour un facteur de risque donné, etc., pouvoir paramétrer ce que vous voulez visualiser. Puis ça vous sort des graphiques, des choses qui sont extrêmement bien faites et qui sont basées sur un lourd travail, basé sur un réseau d'experts au niveau mondial pour collecter des informations dans tous les pays et permettre d'avoir ces données-là. Au niveau national, bon, on a vu déjà plein de données, hein, donc ici par exemple les données de surveillance sur les maladies, et avec aussi des études qui sont, et de la visualisation des données qui sont permises au niveau régional. Et là, je vous invite à regarder, si vous le souhaitez, les chiffres de dispositif Géode de Santé publique France, qui permet là aussi, selon les catégories, les facteurs que vous voulez regarder, prévalence d'obésité par exemple, le sexe, les régions, etc., d'avoir des chiffres avec une visualisation interactive que vous pouvez retrouver sur le site de Santé publique France. Donc je ne rentrerai pas dans le détail ici, mais simplement pour vous dire qu'il y a des études qui sont également conduites sur des populations spécifiques, notamment ici, département région d'Outre-mer. La dernière étude en date conduite par Santé publique France, c'est l'étude Unono Wamaoré de Mayotte en 2019, qui permet notamment de voir qu'on est dans une situation avec une prévalence d'obésité qui est de 39% là, chez les 15-69 ans. Donc vous voyez par rapport aux chiffres nationaux France métropolitaine, une problématique toute particulière et donc extrêmement utile pour orienter les politiques de santé publique et les adapter aussi dans ces territoires avec problématiques particulières. Et donc c'est notamment ce qu'on fait au niveau du réseau NACRE avec des formations spéciales Outre-mer, où certains membres du réseau se déplacent en Outre-mer pour ces formations, des messages qui sont adaptés aux différents territoires et au sein des DROM, évidemment, il y a des situations qui sont particulières, des problématiques. On avait abordé la chlordécone à un moment dans une des sessions questions-réponses. Et donc, là aussi, une nécessité, si on veut que la population s'approprie ces mesures-là et mettre en place des mesures qui marchent, d'adapter aux différents territoires. Donc, dans ces dispositifs de surveillance, je passe rapidement aussi, mais cette notion de fraction de risque attribuable est très importante pour guider les politiques. Une fois qu'on sait quels sont les facteurs liés et avec un lien de cause à effet, on peut savoir combien on pourrait en éviter si on mangeait mieux, si on ne fumait pas, etc. Donc ça, c'est des chiffres qu'on a grâce ici au CIRC pour la France et le cancer, ou grâce au Global Burden of Disease pour les chiffres population mondiale. Donc les nombres de décès, j'ai déjà montré. Et donc la boucle est bouclée, on en revient finalement, une fois qu'on a conduit ces études de surveillance, eh bien c'est ça qui va nourrir nous aussi nos recherches. Quand on va avoir des études nationales représentatives de la consommation des Français qui vont nous indiquer que finalement les Français maintenant mangent plus de tels ou tels aliments, etc. Mais du coup, avec des émergences de nouveaux comportements, de nouveaux composés, de nouveaux modes de vie, et nous, ça va nous poser des questions pour la suite de nos recherches sur quels sont ces nouveaux facteurs de risque ou protecteurs, quels impacts ces nouvelles consommations vont avoir sur la santé, les mécanismes associés, quels sont les déterminants de ces comportements, qu'est-ce qui fait d'un point de vue socio-économique, géographique, génétique ou autre, ou psychologique, qui fait qu'on va avoir ces comportements là et ces évolutions. Et c'est ça qui va nourrir aussi la volonté de mettre en place ces nouvelles politiques et nouvelles mesures de santé publique et de les tester et ainsi de suite. Et donc juste un petit appel pour conclure aux jeunes qui seraient dans la salle ou qui nous regarderaient, qui auraient envie de se tourner vers ce métier de chercheur dans le domaine de la nutrition de santé publique. Ce domaine-là, alors tous les domaines de la recherche en santé sont passionnants, mais je prône pour le mien en particulier parce qu'on a vraiment cette vision d'ensemble de ce continuum. Et on participe en tant que chercheur à toutes ces étapes de ce continuum, à la fois évidemment sur la partie recherche, production des connaissances, la participation au groupe d'experts au niveau national, international,
Et du coup, la possibilité de voir ce que deviennent nos recherches. On ne fait pas de la R&D, donc ce n'est pas appliqué directement, mais en fait, si, il y a une application concrète de nos recherches. Donc, on participe aussi à ces groupes d'experts pour donner des avis pour orienter les politiques publiques. Une partie d'entre nous est vraiment donc, chercheur dans la production de ces données de surveillance pour la population. Et on participe, comme je l'illustrais tout à l'heure, à ces aspects de promotion de la santé à travers ces différentes interventions ou des cours au Collège de France, par exemple. Et du coup, je vous donne rendez-vous donc tout de suite avec donc le docteur Sandrine Lioré et Benjamin Cavalli, qu'on a la chance d'accueillir pour ce séminaire, qui vont nous présenter l'étude ECAI qu'ils conduisent donc sur les 1000 premiers jours de vie, et donc comme cette fenêtre d'opportunité pour réduire les inégalités sociales de santé avec cette étude d'intervention formidable qu'ils mettent en place. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour parler perspectives en matière de politique de santé publique, en matière de recherche, et l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies dans tout ça, qui seront abordées grâce à Stéphane Gigandet et Pierre Stanisch. Je vous remercie pour votre attention.